Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire à la carte. Aujourd'hui un épisode spécial car je suis au musée au parc Alésia où le directeur Michel Rouget m'attend. Ensemble on va parler de l'alimentation chez les Gaulois et les Gallo-Romains. Allez, c'est parti! Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce superbe musée. Avec plaisir. On est venu ici pour parler des cuisines, justement, des cuisines gallo-romaines. Un petit peu gallo, mais surtout gallo-romaines. Mais d'abord, on va parler un petit peu des questions de sources. Quelles sources on a sur l'alimentation des Gaulois? Pas grand chose, puisque comme les Gaulois n'ont pas d'écriture, on n'a pas les listes de courses, on n'a pas les livres de recettes. En revanche, on a quand même les Romains qui ont écrit et les Grecs qui ont écrit sur ce qu'ils avaient pu constater en Gaule. Et surtout, on a l'archéologie. Voilà, c'est quand même ça qui compte. La source principale, c'est l'archéologie. C'est quand même l'archéologie parce qu'aujourd'hui, on a, en termes de technologie, on peut tout à fait analyser des choses qu'on découvre, des fonds de gamelles qui ont un peu cramé. Et ben, du coup, si on analyse la partie cramée, j'ai envie de dire, voilà, donc surtout, voilà, si vous faites, quand tu fais ta cuisine et qu'il y a un peu de fond, dis-toi que peut-être dans 2000 ans, ça pourra servir. Ça pourra servir voilà, aux archéologues du futur. Aux archéologues. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une source, l'analyse comme ça scientifique, elle permet d'avoir pas mal d'éléments. Bien évidemment, les céramiques qu'on peut retrouver ou les objets en verre peuvent donner aussi une idée, voilà, on verra dans l'exposition, il y a par exemple les restes d'une passoire, enfin voilà, donc il y a quand même des éléments qui nous parlent, donc qui font écho à nos propres ustensiles, mais en effet c'est essentiellement l'archéologie comme source et puis les textes donc plutôt côté romain et notamment les fameuses recettes du célèbre Apicius, voilà, dont on parle un peu, dont on sait qu'il a ces recettes tout à fait improbables avec du flamand rose ou du Loir farci. Bon appétit. Non, on n'est pas allé jusqu'à expérimenter les recettes avec les collègues. On a bien rigolé quand même parce qu'il y a quand même des recettes qui sont hallucinantes. Donc ça nous a bien fait rire. Mais donc voilà, donc c'est vrai que on est essentiellement là-dessus pour les sources pour faire cette exposition. Eh bien, allons découvrir la suite. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les aliments que consommaient les Gaulois à l'époque d'Alésia, puisque c'est le principe de l'exposition? En effet, c'est tout ce qu'on a découvert, voilà, tout ce qui est présenté dans l'exposition a été découvert à Alésia sur le site. Donc on a finalement assez peu de choses purement gauloises, on a plutôt des choses de l'époque gallo-romaine, donc plutôt début du 1er siècle de notre ère. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas on peut supposer qu'il n'y a pas eu de grands changements. L'apport, on va dire, gallo-romain est plutôt sur des aliments qu'on n'avait peut-être pas, comme l'olive, enfin voilà, des choses qui venaient de l'Empire romain. Et après, il y avait déjà un commerce suffisamment développé. C'est ça, ils avaient déjà, donc il n'y a pas eu de grands changements. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on présente, c'est qu'on peut avoir, par exemple, on a une très belle tête de canard, des morceaux de volaille, voilà, donc ça c'est des éléments qui nous permettent d'identifier qu'en effet ils devaient consommer ce type d'aliments. Ce qui est vraiment purement gaulois, j'ai envie de dire, c'est ce morceau de crâne de chien et ce crâne de cheval. Qui laisse entendre qu'il y avait en effet une consommation, alors certainement exceptionnelle, hein, c'était pas du tout la nourriture quotidienne, mais que dans le cadre peut-être de cérémonies religieuses ou d'éléments tout à fait festifs, on peut difficilement le savoir, il y avait certainement ce type de consommation, voilà, donc ça c'est vraiment attesté époque gauloise. Le reste, voilà, on est plutôt sur l'époque gallo-romaine, voilà, coquilles d'œufs, donc ils ont des volailles, voilà, c'est quand même un peuple, les Gaulois, on est sur de la culture et de l'élevage, hein, c'est pas du tout, ils passent pas leur journée dans la forêt. L'image d'Obélix, l'image d'Obélix est complètement. Alors, on peut manger un peu de sanglier, c'est pas interdit. Le sanglier est plutôt un animal sacré, donc on sait que sa consommation elle n'est pas telle qu'elle est représentée dans la BD. En revanche, d'ailleurs, je crois que quand on regarde les fouilles, on a entre 0 et 5% de produits alimentaires liés à la chasse. Donc il y a très peu. Oui, non, de toute façon, ils sont plutôt. La chasse, de toute façon, est réservée à une élite, comme dans plutôt plein de cultures par la suite jusqu'à nos jours. Et de toute façon, ils ont du cochon d'élevage et ils vivent dans des fermes. Enfin voilà, on est plutôt sur quelque chose. Après, il y a des choses plus atypiques à Alésia. Oui, je vois ça. Là, il y a des coquillages. On est quand même assez loin de la mer. Ah ben on est loin de la mer. Donc ça veut dire qu'il y a du commerce. On a des coquilles d'huîtres. Alors ça, c'est plutôt une jolie prouesse, j'ai envie de dire, des archéologues, puisqu'on a retrouvé
un certain nombre d'arêtes et d'écailles de poissons. Ouais. Donc, ah oui, là, il fallait les trouver ceux-là. Donc jolie trouvaille pour les archéologues qui ont fouillé. Et en effet, coquilles d'huîtres, coquillages, on sait qu'il y a du commerce. On sait qu'il peut y avoir aussi, alors pas pour ça, mais en tout cas de la pêche. Ouais. Ça c'est possible, il y a des rivières, hein, donc on peut, c'est pour ça qu'on a les pointes de harpon qu'on a retrouvées aussi. Et puis petit clin d'œil à la Bourgogne, puisqu'on est au cœur de cette belle région, on a retrouvé aussi un certain nombre de coquilles d'escargots. Donc peut-être qu'ils mangeaient déjà des escargots, donc c'est plutôt moi je trouve que c'est plutôt voilà, c'est un petit clin d'œil à 2000 ans d'écart. Voilà, on retrouve ça. Et puis chose plus exceptionnelle, j'ai envie de dire, tout ce qui est normalement éléments naturels, fruits, légumes, disparaît avec le temps, mais on a la chance parfois d'avoir eu des restes qui ont dû rester près d'un foyer, donc qui ont carbonisé, donc du coup qui sont restés et que les archéologues redécouvrent. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir si on a, qu'on a des noyaux de fruits, qu'on a des coquilles de noix ou de noisettes, qu'on peut retrouver des pépins de raisin, voilà, et ou des graines, voilà. Oui, ça, sinon ça disparaît complètement. Sinon ça disparaît complètement. Et donc là, ces éléments un petit peu carbonisés, finalement, merci d'être resté près du foyer. Ça nous permet, nous, par la suite, d'être découverts par les archéologues. Donc on est vraiment sur une alimentation plutôt variée, on n'est pas que sur… Oui, alors bien sûr c'est la céréale qui est aussi qui est l'élément de base, j'ai envie de dire, voilà. Mais avec en effet des produits de l'agriculture et Par contre, il y a un truc qui voilà. manque pour les archéologues, c'est tout ce qui est légumes qui se conservent pas, donc on ne sait pas du tout quels légumes après, on sait qu'ils ont beaucoup d'herbes sauvages et donc on sait manger les herbes. Voilà, donc ça c'est certain qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont qu'on peut supposer qu'ils consommaient. Voilà, très clairement. Les Gaulois étaient de grands agriculteurs. Les archéologues ont trouvé de nombreuses céréales, épeautres, millet, orge, seigle, et bien sûr du blé, mais aussi des légumineuses comme des lentilles, pois, féveroles, etc. et des oléagineux, pavots, lin, camélines. Ils élevaient pour manger porcs, bœufs, caprinés et, selon les régions, des chevaux et des chiens. Chose importante à souligner, c'est que ces espèces sont beaucoup plus petites que les animaux actuels. Par exemple, une vache dépasse tout juste 1 mètre au garrot pour un poids de 200 kg contre 1,50 m et 700 kg aujourd'hui. Les cochons pesaient environ 80 kg contre 250 actuellement. Les chevaux, quant à eux, avaient des allures de poney avec leur mètre 20. Les Gaulois, contrairement à Obélix, ne consommaient pas de sanglier à tous les repas, mais plutôt un mélange de céréales et de viande bouillie avec quelques légumineuses et des aromates. Mais comme nous n'avons pas de recette, on ne peut que faire des suppositions avec le matériel retrouvé. L'alimentation, c'est bien sûr pour se nourrir, mais c'est aussi pour les dieux. Et on a un exemple d'autel sacrificiel ou… Oui, en fait c'est une petite parenthèse, j'ai envie de dire dans l'exposition, mais ça nous paraissait important parce qu'à Alésia on a découvert ce type d'objet. En effet, ce rapport nourriture-dieu et comment peut-être on fait appel aux dieux pour être sûr d'avoir de bonnes récoltes ou des choses comme ça. Et donc on a cette statuette de divinité avec la corne d'abondance, donc qui est vraiment le symbole tout à fait important d'appel à avoir de quoi manger et se nourrir tout au long de l'année. On a ce crâne de bœuf qui a été sacrifié. Alors, on ne se rend pas bien compte, mais on voit sur l'arrière la marque du coup voilà, qu'il a sacrifié ou du coup de hache, on ne sait pas. Et ça, c'est quoi là Et alors ça, c'est, à ton avis ça ressemble à un œuf. C'est un œuf, en effet, c'est un œuf en céramique. Enfin, c'est une offrande un œuf en céramique, de demi-œuf. Donc ça veut dire que c'était une manière d'avoir une offrande qui évoque la nourriture, mais qui n'allait pas pourrir ou s'abîmer et qu'on pouvait déposer sur un autel ou pour pareil espérer avoir de quoi se nourrir dans les années pour l'année à venir peut-être ou les mois à venir. Et on a retrouvé beaucoup de nourriture pour les dieux, de sacrifices. Non, alors oui, ce qui est intéressant à Alésia, en tout cas, on sait que les Gaulois creusent des fossés, ont des banquets tout à fait codifiés, mais dans le cadre de fêtes religieuses, de moments tout à fait spéciaux. On sait qu'ils creusent des fossés pour jeter une partie de la nourriture en offrande aux dieux.
même un peu de vaisselle. Et je te montrerai tout à l'heure, on a quelque chose de cet ordre-là qui a été découvert à Alésia. Et donc c'est juste une source géniale quand des archéologues tombent sur ce type de fossé, de fosse gauloise, parce que du coup on a sous la main ce qui était consommé et des éléments de vaisselle. Voilà. Donc du coup c'est une vraie source d'enseignement. Voilà. Donc ça c'est une réalité et c'est ce qui permet notamment à l'archéologie de confirmer quels pouvaient être les aliments que les Gaulois consommaient. Alors maintenant qu'on sait ce qu'ils mangent, on va voir comment est-ce qu'ils cuisinaient, dans quel récipient les Gaulois pouvaient cuisiner. Oui, c'est ça. Donc on a vu le type d'éléments qui étaient à leur disposition. Donc ces aliments, on les cuisine, on les transforme et on a retrouvé en effet à Alésia un certain nombre d'éléments. Alors il y a ces petits éléments qui évoque plutôt le côté, j'ai envie de dire, barbecue avec la grille, la grille, ah oui, il y a une grille voilà, qui est complète. Là aussi, le petit élément qu'on peut poser sur le feu pour poser sa gamelle ça fait réchaud, dessus. Oui. Ouais, ça fait réchaud. Bon, il y a une louche, il y a un crochet à viande qui servait certainement à piocher dans les morceaux de viande dans le chaudron. Ouais. Et puis on a aussi donc une jolie batterie de saladiers, voilà, qu'on pourrait enfin voilà, les formes, moi j'aime bien parce qu'en termes de design, c'est tout à fait des saladiers dans lesquels aujourd'hui on pourrait faire notre salade. Ils avaient déjà optimisé les formes. Complètement. On a des pots à cuire aussi qui étaient mis proche du foyer et qui servaient donc à faire mijoter. Oui, on voit qu'ils sont noirs. Voilà. Et surtout, on a le chaudron, le fameux chaudron gaulois. Donc là, il y en a 4. On en a découvert un petit peu plus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont époque gallo-romaine. Mais clairement, ça veut dire que on a conservé. Vous les avez trouvés, c'est quelle époque mais c'est vraiment le 1er siècle Oui, on est autour de 2e, 3e siècle, voilà, à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un usage typiquement gaulois et attesté, qui est conservé par les Gallo-Romains, parce que c'est certainement un bon outil, un bon ustensile de cuisine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des tailles différentes. On est plutôt pour les deux du fond et celui de devant, on a des anses, donc ils sont accrochés à une crémaillère sur le foyer qui est au cœur de la maison. Mais le deuxième là, on voit qu'il n'a pas d'anse et qu'il a un fond plat. Donc lui, il devait être plutôt posé à même le foyer ou à proximité du foyer. Il était certainement pas suspendu en et c'est du laiton. Crémaillère. En partie, on a aussi du mélange cuivreux, on a du fer aussi. C'est un peu des mix selon les typologies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des contenants tout à fait différents. Donc on peut avoir le gros chaudron pour la grande famille et puis des tailles plus petites peut-être voilà, pour un usage un peu différent. Et là-bas je vois quelque chose d'assez particulier ça me rappelle quelque chose. Alors qu'est-ce que ça te rappelle ? Une passoire, forcément. Eh bien exactement, c'est le reste d'une passoire. Alors bien évidemment, il faut imaginer qu'il n'y a pas les gros trous au milieu. Voilà, ça c'est le vestige trouvé par l'archéologie. Mais en effet, on est sur un objet qui ressemble à nos passoires actuelles, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Ils avaient bien compris l'intérêt de la chose. On est sur une cuisine, notamment chez les Gaulois, où on fait beaucoup bouillir. Donc il y a du bouillon. Chez les Romains aussi, il y a aussi beaucoup de sauce. Oui, les Gaulois, ces deux types de cuisine, c'est soit bouilli, soit grillé. Oui, c'est ça, en gros, à peu près, c'est ça. Et chez les Romains, et d'ailleurs, je te propose qu'on regarde juste après les éléments du mortier, puisqu'on transforme beaucoup d'épices et d'herbes. Allez, on va voir ça. Donc ici, on est devant de la vaisselle gallo-romaine. Toujours gallo-romaine, et donc ce sont des mortiers, et comme je te disais, ça c'est typique. Le chaudron est typique de la cuisine gauloise, le mortier est certainement typique de la cuisine romaine, puisque donc on pile les épices, on pile les herbes pour éventuellement préparer des sauces, et donc ce sont des mortiers gallo-romains, donc ça veut dire qu'aussi on a intégré, si je puis dire, cet ustensile de cuisine, et donc c'est intéressant de voir que sur le site d'Alésia, à la même époque, se côtoient le chaudron et le mortier. Voilà, donc ça c'est plutôt, c'était l'intérêt de cette exposition en sortant les collections d'Alésia, de pouvoir faire ce type de connexion et de se montrer que finalement dans cette nouvelle culture en train de se construire, on sait que les dieux des uns et des autres sont assimilés. Là, dans les éléments de cuisine, c'est la même chose. Et ça, on n'en trouve pas du tout au 1er siècle avant.
À époque gauloise, non, a priori, enfin en tout cas on n'en a pas trouvé à Alésia, quoi. Voilà. Et de toute façon on sait que ça c'est plutôt type de cuisine vraiment lié à la cuisine romaine. Voilà. Alors là, on continue sur les sacrifices. C'est ça? Ouais, alors c'est ce que je disais sur cette importance du fossé gaulois, de la fosse autour des banquets. Et là vraiment, là on est vraiment sur que de l'élément gaulois découvert à Alésia, dans un fossé sur l'oppidum qui a été fouillé. Et donc on voit bien qu'il y a des débris de vaisselle, on voit un os de bœuf et une mâchoire de cochon. Donc on est vraiment sur voilà, les restes du repas, les restes de la vaisselle offerts en offrande. Donc du coup, c'est juste génial ce que je disais pour l'archéologue. Voilà, on sait concrètement ce qu'on pouvait manger sur cette période. Voilà, donc ça c'est un très bel ensemble. Et puis donc ça c'est typiquement, j'ai envie de dire gaulois. Et là on est presque sur du typiquement romain. Ouais. On a le vase au centre de la vitrine est un cratère. Dans le vin romain, il n'est pas. Nous on en fait faire en dégustation pour nos visiteurs. C'est ce qu'on appelle du vin merveilleux. C'est une base de vin rouge dans laquelle on rajoute des épices, des choses comme ça. Et donc on fait cette préparation à l'époque dans le cratère, donc dans ce pot qui est au milieu de la vitrine. On le filtre après avec cette passoire, une passoire qui est un petit peu plus en meilleur état, j'ai envie de dire, que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et puis le vin filtré, on le met dans un pot à boire et on retrouve plusieurs pots à boire dans les vitrines. Donc ça pouvait être la dose pour une personne où on pouvait peut-être boire à 2-3 en se faisant tourner le pot à boire. Donc, avant la conquête, il y avait déjà une grosse consommation de vin chez les Gaulois. Oui, on a déjà, et même sur le banquet gaulois, on pense qu'ils consommaient plus du vin que de la cervoise, par exemple. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y a déjà des échanges commerciaux qui existent et ils sont déjà amateurs de vin. Donc les banquets. Oui, alors on a voulu accompagner l'exposition avec des illustrations, et donc c'est Héloïse Chauchois qui nous a fait ces propositions de visuels. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que ça permet d'illustrer et de montrer qu'on est essentiellement sur un banquet où il n'y a que les hommes qui mangent. Les femmes sont plutôt certainement au fourneau ou font le service. C'est pas tous les hommes, c'est plutôt une certaine aristocratie, les guerriers, enfin voilà, de la tribu gauloise. Et on consomme en effet, on est presque à même le sol, on est plutôt sur des tables basses et plutôt bas et assis. Assis, et on consomme tous les éléments qu'on a pu évoquer, du cochon, du bœuf, voilà. Et on pense qu'on boit en effet plus de vin que de cervoise, comme on pourrait l'imaginer au départ. Et les déchets sont laissés à même le sol ou jetés dans les fossés. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est du cliché? On disait que les Gaulois buvaient le vin pur et que les Romains coupaient le vin. Est-ce que c'est une réalité? Alors ça, a priori non, c'est pas. Enfin voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il l'ait fait différemment. Je pense que s'il y a beaucoup d'épices aussi dans le vin, c'est parce que c'est pas du coup un grand vin. Je pense qu'on n'est pas dans la notion de grand cru. Effectivement, le vin est le plus souvent bu à la romaine, c'est-à-dire coupé avec de l'eau, sauf durant les cérémonies ou chez certains aristocrates. On peut trouver dans un vin gallo-romain du miel, des clous de girofle, de la cardamone, du poivre noir, de l'anis, etc. D'où l'intérêt de le filtrer avec une passoire. Mais pratiquement tous les ingrédients ont été testés. Du plâtre, de l'eau de mer, de l'herbe à chameau, du thym, de la résine, du chanvre et même du fromage râpé. Donc du coup les banquets romains, forcément ça c'est plus connu. Alors oui, c'est plus connu. Voilà. C'est une scène, donc c'est très codifié aussi, c'est au moins aussi codifié que le banquet gaulois, mais en effet, parce que je pense que le cinéma nous l'a plus montré, donc cette salle à manger sur laquelle on mange allongé, donc il y a des banquettes réservées à l'hôte, il y a les banquettes réservées aux invités, on sert, c'est vraiment un lieu il faut
faut imposer son pouvoir, enfin montrer qu'on a les moyens, donc on sert des plats souvent raffinés, d'où les recettes d'Apicius complètement, qui nous paraissent nous un peu délirantes, comme des quenelles de pan ou du loir farci. Ah, c'est génial quand on lit tout ça. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Et en revanche, on n'est pas du tout sur le cliché de. Il faut évacuer ce cliché de l'orgie romaine parce qu'en fait, ça a pu arriver des soirées peut-être qui ont un peu dérapé. C'est pas du tout la norme et au contraire, dans l'attitude que les Romains doivent tenir, il faut au contraire pas du tout se laisser posséder par l'alcool. Enfin voilà, il faut au contraire garder. Tu nous enlèves tous nos fantasmes là, voilà, ça y est. Ah oui, c'est sûr. Et pour te dire, les Gaulois n'avaient pas de cascaël, hein, voilà. Donc voilà. Et la potion magique, on n'a pas la preuve archéologique qu'elle a existé. Donc voilà. Donc non, mais c'est aussi l'intérêt de ce type d'exposition, c'est de rappeler ces petits éléments pour amener. Ça n'empêche pas qu'il faut regarder les films de Fellini, mais la réalité et c'est bien de savoir que voilà, et elle est certainement tout à fait différent et beaucoup plus normal que ce qu'on peut imaginer. On va regarder la petite vaisselle. Oui, alors je voulais faire ce petit clin d'œil parce qu'on a retrouvé un petit peu de vaisselle en verre à Alésia, donc on est plutôt sur de la carafe ou du gobelet. On peut constater que ce sont des verres qui ont été très abîmés et donc ont été restaurés. On a pu remplacer quelques morceaux qui manquaient pour leur redonner leur forme, mais on a cette petite carafe à colle de cygne qui est intacte. C'est parce que parfois on retrouve de la vaisselle dans les tombes. Et donc du coup, quand on se faisait enterrer avec un peu de mobilier, le mobilier en verre est parfois complètement intact. Et donc du coup, on a la chance d'avoir cette petite carafe. Parce que des fois, ils mettaient les offrandes sous des vases ou sous des protections. Donc, voilà aussi. Et puis selon les croyances, pour la vie de l'au-delà, il faut partir avec un peu de matériel. Voilà. Donc en tout cas, on a la chance d'avoir 2-3 objets comme ça en verre qui sont tout à fait intacts. Donc c'est plutôt intéressant. Alors pour le transport, forcément les amphores. Oui, parce qu'on a retrouvé un certain nombre à Alésia. Alors j'aime bien celle-ci qui, donc comme vous le voyez, elle n'est pas complète, mais on peut supposer qu'elle est à échelle, elle a la bonne hauteur. Donc imaginez que le fond de l'amphore arrive en bas de la vitrine. Et donc en fait les formes des amphores, ça permet d'avoir des contenants parfois adaptés à des contenus différents. Et on croit parfois qu'on transporte que du liquide, que ce soit du vin ou je sais pas, de l'huile ou des céréales, de la farine, enfin voilà. Mais on a retrouvé Alésia et je voulais te montrer ça. C'est laquelle? C'est la petite au milieu. Ici, il y a une petite inscription sur le col de l'amphore. Et en fait, cette inscription, ça signifie jeune thon. Donc ça veut dire qu'on transportait aussi dans les amphores du thon. Voilà, donc c'est pour juste rappeler que c'est pas forcément du liquide qu'on transporte dans ce type de récipient. Et puis bien évidemment, face à l'amphore, il y a le tonneau qu'on dit inventé par les Gaulois. Alors ça, c'est pas sûr. C'est pas complètement sûr à 100%, mais en tout cas, il existe et il est utilisé. Et on a demandé à un fabricant, comme on est en Bourgogne et que le tonneau a une longue histoire et une vie toujours très active, on a demandé à un fabricant de tonneaux de nous en faire un. Et donc, il nous l'a cerclé façon, on va dire, contemporaine d'aujourd'hui avec du métal et façon ancienne avec du noisetier. Voilà. Donc c'est marrant de voir les deux dispositifs comme ça. Avec les mêmes formes qui n'ont pas tellement. A priori, la forme n'a pas trop changé, et on sait, puisque c'est toujours utilisé, l'importance et l'intérêt pour faire vieillir le vin de ce tonneau en bois. Nous, au moins, on n'a pas d'aqueduc, mais les Gaulois savaient transporter dans des matériaux solides. Complètement. Alors que les amphores, c'était les boîtes de conserve de l'Antiquité, puisqu'il fallait casser chaque fois le col pour pouvoir consommer cet élément intérieur. Michel, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la gastronomie gallo-romaine. C'était très sympathique. C'est une belle petite exposition, malheureusement temporaire. Oui, temporaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Là, ce qui était intéressant, c'est de s'appuyer sur vraiment, comme je l'ai dit au début, sur ce qui avait été découvert à Alésia. C'est trouvé ici. Donc pour terminer, tu peux nous dire un petit mot sur le musée au parc.
Oui, C'est un concept assez original. C'est original. Donc là, on est dans la partie exposition temporaire, en effet, et on a tout le parcours permanent qui donne toutes les clés de compréhension du siège d'Alésia et de la bataille. Donc ça, c'est au centre d'interprétation. Et puis, à 3 km d'ici, on a sur l'Oppidum le site des vestiges de la ville gallo-romaine, là où a été découvert la plupart des pièces qu'on a pu découvrir au cours de cette visite. D'ailleurs, prochaine vidéo, ça sera sur le siège d'Alésia, donc on ira voir justement en extérieur avec Michel justement, toujours, les circonvallations, c'est ça? Circonvallation, contrevallation et les contrevallation et les circonvallations qu'ont construites les Romains pour assiéger la ville d'Alésia. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux. Bye bye. Ciao.